Raconteuses, raconteurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de La Machine à écrire qui vous révélera la suite de notre entretien avec Arthur Depince et Léonie de Ruder. On voulait vous remercier pour l'accueil réservé au premier épisode. Vous êtes plusieurs centaines à l'avoir écouté dès la première semaine. On voulait également remercier le scénariste Joris Morio pour nous avoir suggéré le nom du podcast. Vous allez voir que nous avons essayé d'améliorer le son grâce à l'aide précieuse d'Anthony Navarro que nous remercions chaleureusement. Et ce sera encore mieux la prochaine fois. Dans cet épisode, des conseils, des techniques, des recommandations, des succès, des refus, Tarantino, Pete Docter, Charlie Kaufman, John Truby et plein d'autres. Et ça commence tout de suite. Bon, alors maintenant la question est une question grave. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Vas-y, à toi l'honneur. Alors, ce qui fait une bonne histoire, je pense que ce sont de bons personnages et surtout qu'on arrive à avoir un lien avec leurs émotions et leur trajet émotionnel, qu'on arrive à comprendre ce qu'ils vivent, cette connexion-là entre ce que vivent les personnages et... Est-ce que c'est par ça que tu commences quand tu construis une histoire ? Toujours parler d'abord des personnages qui vont t'inspirer quelque chose ? Pas forcément, parce que des fois, c'est plutôt un décor qui m'inspire ou une situation. C'est ça l'enjeu, en fait, c'est de construire ce trajet émotionnel qui va s'inscrire dans peut-être ce que t'as provoqué ce décor comme émotion à toi. Et voilà. Je pense que c'est ça qui fait une bonne histoire. C'est quand t'es accro au personnage. De toute façon, dans les séries, c'est ça, c'est à ça qu'on est accro. C'est au perso, à ce qui leur arrive. Et quand tu construis tes personnages, tu mets quoi en place, tu sais, ce qu'ils aiment manger le midi, ce qu'ils ont fait avant, c'était qui leur premier petit copain Non, alors non, moi je fais pas trop ça, justement, l'espèce de fiche signalétique. Non, justement, c'est spécifique à ma pratique, en tout cas de l'écriture du roman, c'est que je le fais vraiment en contrepoint de l'écriture scénaristique. C'est-à-dire que j'essaye de pas tout définir à l'avance et d'avoir un outline précis où je vais démontrer mes thématiques. J'essaie de me laisser un peu porter par le personnage, voir où il m'emmène, et après coup, je comprends de quoi j'étais en train de parler. Ce qui est un processus extrêmement long et que je recommande pas forcément et pour être efficace, mais en tout cas qui a du sens pour moi en ce moment. C'est un peu comme ça que fonctionne Stephen King aussi. Dans Unwriting. Écoute, c'était ce livre que j'allais conseiller comme... Je t'ai spoilé. Et toi, Arthur, l'ingrédient principal d'une bonne histoire ? Bah moi je vais dire exactement pareil que Léonie, c'est les personnages. Mais alors c'est marrant parce que effectivement vous posiez de savoir, la question c'était aussi de savoir si est-ce qu'il faut absolument connaître le personnage sur le bout des doigts. Et évidemment non, parce que c'est souvent dans les projets de série, t'as dans la Bible les personnages on sait tout, genre ils aiment la glace à la vanille, nanana. Et je trouve ça idiot en fait. Pour moi c'est l'histoire qui façonne les personnages plus que l'inverse en fait. Dans la BD où on n'a pas toute cette contrainte de devoir décrire les personnages, je sais pas, par exemple, il y a des personnages, si je prends Zombilenium, des personnages qui, au départ, n'avaient aucun rôle, puis finalement, ils ont eu un rôle hyper important, et à contrario, des personnages même qui ont carrément disparu, et personne ne les a remarqués tellement, voilà. Donc, en fait, alors qu'ils étaient dans le projet de départ. Dans les dossiers de bande dessinée que je reçois qui sont proposés, j'ai ça. C'est-à-dire, j'ai un synopsis, une note d'intention, puis après, j'ai 4 ou 5 pages. Oui, mais ça où je vais avoir un personnage des fois, quand il était petit, il aimait le Benko, ça. Et en fait, si ça n'a pas de lien avec l'histoire, c'est idiot. Soit tu sais les faire vivre, et ça se voit dans l'histoire, soit... Et pour les séries, ça peut même bloquer les scénaristes, j'imagine, parce que si tu dis trop de trucs, genre ouais, il aime ça, il aime pas ça. Enfin. En fait, dans les séries, dans les bibles bien écrites, c'est-à-dire pas les trucs qu'on fait pour vendre la série, mais celle qu'on fait pour les auteurs. En général, on met pas ses goûts, la glace à la vanille, etc. On met plutôt ses relations avec les autres personnages. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui va te permettre d'écrire les épisodes. En fait, c'est quelle relation il a avec chacun des autres personnages de la série. Quel type de relation. Ça, c'est un vrai outil. Ça, t'en as besoin. Tu vois, de savoir comment il parle à telle personne, quel est leur lien. Est-ce qu'il vous voit telle personne? Enfin voilà.
ça, t'en as vraiment besoin. Ouais, puis les descriptions de personnages, c'est toujours avec Alexis, ça nous fait toujours marrer parce qu'il y a toujours. Mais c'est toujours malicieux. Mais ça va être pareil dans ce que tu reçois. Malicieux et facétieux. Voilà, t'as espiègle aussi. Espiègle. Elle est un peu espiègle, mais c'est une amie bon sur qui on peut compter. Enfin, tu vois, c'est toujours des trucs comme ça. Bon, alors que franchement, non, mais effectivement, ouais, les personnages. Enfin, après, t'as aussi faut pas qu'il y ait forcément une intrigue. En fait, plus même trop, plus que les personnages, je dirais, c'est le réseau de personnages que tu construis qui fait une bonne histoire. En ouais, fait, si parce c'est que un c'est modèle pas familial, un modèle. C'est vraiment ouais. comment t'équilibres les différentes forces de personnages, comment ils vont interagir entre eux. Par exemple, les sitcoms. Moi, j'avais suivi une formation sur la sitcom et un des premiers trucs qu'ils disaient, c'est par exemple pour créer un duo comique, il faut vraiment avoir deux personnages qui vont qui sont diamétralement opposés. Que si tu les enfermes dans une pièce, ça va faire des étincelles, quoi. Donc, si t'arrives à créer ça, à trouver pourquoi, quelle situation. En fait, toutes tes situations, elles vont avoir quelque chose de dramatique, enfin au sens dramaturgique, quoi. Elles vont être explosives. Alors Mike, il m'a parlé d'une interview de Quentin Tarantino à une époque qui disait que pour faire une bonne scène et un bon dialogue, il fallait tout écrire et à la fin enlever la dernière phrase, c'est ça? Ah oui, c'est ça qu'il disait. Et enlever la dernière phrase et si la scène est bien construite, en enlevant la dernière phrase, elle est encore meilleure. C'est quoi votre astuce à vous pour vérifier qu'un dialogue fonctionne bien? Ah, c'est marrant comme truc. Ah, c'est vrai que souvent on dit toujours il faut commencer une scène le plus tard possible et la terminer le plus tôt possible. Tu fais pas le personnage qui rentre dans la pièce, qui s'assoit, bonjour, ça va. Après, la dernière phrase, en général, tu mets quelque chose. Bah ouais, c'est la punchline, donc je suis étonnée. C'est peut-être le moment où l'auteur se fait plaisir et que c'est peut-être un peu too much, je sais pas. Ça. Je pense que c'est un truc qui s'applique vraiment à lui-même, parce que lui, il aime bien écouter ses personnages parler. Ouais. Et que souvent, peut-être, il leur fait dire une phrase de trop par réflexe, et du coup, son astuce, mais peut-être ça marche que pour lui, c'était de dire, souvent, j'enlève la dernière réplique et ça a plus de force. D'accord. Parce qu'il y a une espèce de suspense ou de suspens qui est créé. Non, mais c'est vrai qu'en plus là puisqu'on parle de dialogue, en fait c'est vraiment un truc qui me fait apprécier ou pas une BD, en fait. C'est la qualité des dialogues, mais surtout le fait de parfois il y a des auteurs qui savent faire du langage parlé mais ça marche pas, parfois c'est hyper cliché. J'ai lu une BD récemment qui est très bien, je dirais pas laquelle, mais à un moment donné il y a un méchant qui dit il va voir de quel bois je me chauffe. Et là, ça m'a gâché toute la BD, en fait. C'est-à-dire, j'étais non, Tintin tu peux pas faire ça, mec. Enfin, et c'est, et en fait, c'est ça, enfin, en tout cas, personnellement, quand je fais une BD, j'essaie de un peu partir à la chasse de toutes ces petites phrases à la con, C'est des réflexes, en fait. C'est des réflexes, voilà, c'est des tics, quoi. Voilà, est-ce qu'un personnage surtout qu'en plus, là, dans cette BD, c'est des personnages qui se tirent dessus et tout. Est-ce qu'il a besoin de dire ça, le bonhomme? Enfin, est-ce que pendant toutes les années 80, on a tous regardé des films américains où là, genre L'Arme Fatale, où les personnages, ils arrêtent pas d'avoir une espèce de tchatch. Même quand il y a une fusillade, ils sont là, Riggs, Murdoch, machin, je vais épouser ta fille, machin. Enfin, et nous, ça nous faisait rire, mais en fait, je pense tous un peu, on a gardé ces trucs-là, ces réflexes de genre, faut mettre des petites phrases de gag. Qu'à cela ne tienne. Voilà, et casse la tienne à la bonne heure. Mais voilà. Mais donc c'est pour moi, c'est surtout essayer donc faire une première passe, puis ensuite tu relis tes dialogues, puis tu essaies de voir est-ce que c'est cohérent. Voilà, en fait, il se trouve que le personnage de Gretchen, par exemple, est inspiré d'une copine à moi, et ça c'est vachement utile parce que du coup, ça, je peux anticiper ses réactions. Je la connais déjà. D'ailleurs, dans le tome 1, à la fin, je savais pas si elle et Aurélien devaient s'embrasser, et donc je lui ai carrément demandé, je lui ai dit ouais, t'en penses quoi? Elle me dit non, c'est nul. Bon, et du coup, ouais, ok, ils s'embrassent pas. Enfin, et du coup, c'est bien parce qu'en plus, voilà, je sais comment elle réagit, donc au moins, voilà, ce sera jamais. À la limite, c'est même mieux parfois qu'elle dise rien plutôt que de sortir une espèce de punchline ou un truc comme ça, quoi. Ouais, en scénario, c'est pareil, on fait toujours la chasse, notamment quand t'es directrice ou directeur d'écriture, la chasse au dialogue qui sert à rien, quoi. Enfin, c'est quoi, pour les gens qui connaissent pas, le rôle du directeur d'écriture par rapport à un scénariste? Le directeur d'écriture dirige, en fait, une équipe de scénaristes. C'est un peu le chef qui a le dernier mot, c'est ça? C'est pas oui, c'est le chef qui a le dernier mot. En fait, il fait le tampon entre le producteur, la chaîne et l'équipe d'auteurs. Et donc, c'est lui qui garantit le ton, en fait,
qu'il y ait un ton unifié, parce que quand il y a une équipe où il y a, je sais pas, 13 ou 20 Oui, tout le monde n'écrit auteurs, pas de la même manière. tout le monde n'écrit pas forcément de la même manière. On essaye toujours, mais il y a forcément des disparités. Et lui, bon, il va garantir une unité de ton. Il va garantir que ce soit validé par la chaîne. Il va garantir que ce soit faisable pour le producteur et que ce soit dans le planning. Donc c'est un rôle tout à fait difficile et très important. Et effectivement, on fait la chasse à ce genre de dialogue, ce genre de facilité. Toujours parce qu'en animation, en plus, on n'a pas beaucoup de dialogues, quoi. Ils sont numérotés, on n'en a pas un de plus. Donc, et alors j'ai une amie scénariste qui avait cette petite astuce. Si tu peux mettre mon bon Milou à la fin de la réplique, c'est qu'il faut la changer. C'est genre, allons voir là-bas, c'est mon bon Milou. Ça, c'est une super C'est astuce. que c'est, voilà. Mélanie, pardon, j'ai dévoilé ton astuce. Ah, mais ça peut être utile à beaucoup de dialoguistes et de scénaristes. Bah oui, comme parce astuce, que, donc, c'est incroyable! Bon, c'est inouï, enfin bon, voilà, ça passe plus. Enfin, faut trouver mieux, quoi. Faut Je trouver suis mieux. ton père, mon bon Milou. Ouais, ça marche. Ça marche, regarde. une bonne justement, réplique, c'est un bon voilà, dialogue, ça marche voilà. bien. Bon, tu nous as parlé d'une BD sans la citer dans laquelle tu avais eu un problème. C'est quoi la dernière bonne histoire que vous avez lue, vue, entendue? Moi, il y a un truc que je recommande. Alors, je suis pas très comics. Bon, c'est un comics. Ça s'appelle Saga, que vous connaissez certainement, publié par Delcourt. D'ailleurs, en France, si je dis pas de bêtises, non. Saga, non. ça va être Urban Urban, Comics, merde. je sais. Ah putain, mais désolé. Bref, c'est un comics américain de science-fiction. De Brian Vaughan. Brian Vaughan et Fiona Staples. Et pourtant, je suis pas trop ni science-fiction ni comics, mais là, c'est en fait, c'est absolument génial. Déjà, ça, c'est. Alors, je suis content que ce soit toi qui amène ça, parce que du coup, je vais te laisser le pitcher. C'est très simple, c'est deux planètes qui se font la guerre depuis on sait pas quand, on sait même pas vraiment pourquoi, et en fait on s'en fout. C'est ça que je trouve génial, c'est de la science-fiction qui est débarrassée de tous les trucs chiants en fait. Il y a pas de enclencher le torpilleur B12 et le réacteur machin. Enfin tu sais T'aimes pas Star Trek, je vois que t'aimes pas non mais Star voilà, Trek. c'est tous ces trucs là, voilà, qui sont saoulants en fait d'habitude. Bah là, ils débarrassent de tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages ils ont un vaisseau, s'ils trouvent un vaisseau qui est un arbre et qui vole, et qui va d'une planète en planète et ils s'embarrassent pas avec mais quel carburant machin, il y a pas de bouton et je trouve que ça, déjà ça renouvelle complètement la SF, donc ça c'est super. Et alors l'histoire c'est que il y a donc ces deux planètes, il y a plein de races d'aliens différents et il y a ces deux planètes, l'une où c'est des humains avec des ailes, l'autre c'est des humains avec des cornes. Et en fait c'est un couple mixte, donc issus chacun d'une des planètes, qui ont une petite fille. Et ce qui est incroyable, c'est que ça parle surtout en fait du couple et des problèmes mais je dirais presque des problèmes de changer les couches, des tâches ménagères. Enfin, parfois, ça rentre vraiment dans des trucs comme ça. Il y a la petite histoire du couple, du cocon familial, dans la grande histoire de cette galaxie. Les personnages sont super attachants. Franchement, moi, il y a un personnage qui est mort, mais j'ai presque, je chialais. Enfin, c'est vraiment la superbe découverte de ces 10 dernières années. Et toi? Je pense que je cite très bien. En fait, en ce moment, je suis un peu monomaniaque, donc des fois, je lis tous les trucs d'un auteur, voilà. Et en ce moment, je suis très autrice américaine, donc je lis Joyce Carol Oates et Margaret Atwood, qui est d'ailleurs canadienne, mais pas américaine. Et je lis notamment des nouvelles. Et j'ai lu un super recueil de Margaret Atwood. Et chacune des nouvelles m'a complètement blasté. Elles ont des rapports entre elles, en plus avec des personnages qui reviennent. Il y a un des personnages qui a créé un monde fantastique, justement, qui a créé une histoire de fantasy et du coup qui vit à moitié dans son monde de fantasy. Et il y a notamment une histoire terrifiante qui se passe dans une sorte d'EHPAD avec une manif de gens anti-vieux qui font un blocus pour que les vieux meurent et ils ont des têtes de bébé absolument terrifiants vus par les pensionnaires de l'EHPAD. Franchement, j'ai pas lu un truc aussi terrifiant depuis, parce que c'est très actuel et c'est ce qui va tous nous arriver. Et ça m'a totalement terrifiée, quoi. Alors l'inverse. Maintenant, il va falloir balancer. Ah oui. C'est quoi la dernière fois que vous avez été accroché par une promesse ou un pitch et que vous avez été déçu? Moi, je vous le dis, c'est Falcon et Winter Soldier. C'est D'accord, ouais. Mais franchement, 6 épisodes pour raconter aussi Ouais, peu de non, choses. En même temps, ouais, moi, j'avais pas eu de grosses promesses non plus, à part si on est vraiment familier du MCU. Non, mais t'as une grosse scène d'ouverture où tu te dis, ouais, ça va être bien. Ouais. T'as une promesse à la 40 heures où ils te disent, on va faire l'arme fatale, ils vont se chambrer, ça va être un film d'action. Ouais. Et en fait, il y a
très bon début, un dernier épisode qui est punchy, et au milieu, on s'ennuie quand même vachement. T'as pas mal de séries comme ça, hein, quand même. Ouais. Moi, je suis Moi, fan je du Marvel Universe, ça me fait à chaque fois un coup au cœur. Ouais. Donc voilà, moi j'ai ouvert le chemin, c'est à vous. Bah oui, moi c'était Saul. J'ai détesté. Ah oui? Ouais. Pourquoi? J'ai haï ce film à chaque minute. Je sais pas, tout m'a... Alors, déjà, parce que je travaillais sur une histoire où il y avait un principe un peu similaire de transfert d'âme dans un chat. Et du coup, tu t'es Voilà, dit zut. c'est un long métrage. Non, bah, je me suis dit super zut. Enfin, et puis en plus, c'était vraiment similaire. Enfin, je sais pas si je peux parler de cet projet donc, sur lequel je parle. Enfin, c'était vraiment un chanteur noir qui, voilà. Mais c'est le pitch. Enfin, je veux dire, et puis tout est justifié, tout. Et donc là, la séquence où ça se passe dans Saul, et je trouve c'est totalement gratuit et ça ne raconte rien de plus que n'importe quel autre phénomène qu'ils auraient pu. Qui t'ont piqué ton idée, ils l'ont pas bien géré. C'était horrible. Mais ils l'ont miqué pendant 30 minutes, donc du coup... Voilà, mais ils l'ont miqué pendant 30 minutes, donc je me dis, bon, finalement, de toute façon, ça raconte pas du tout la même chose, donc c'est pas grave. Mais au-delà de ça, j'ai détesté l'univers des âmes et ce que ça raconte, les espèces de badges de Boy Scout qu'ils doivent remplir avant d'être éligibles à habiter les êtres humains. Enfin, j'ai vraiment rien aimé enfin, j'ai bien aimé juste le début, enfin, comme tout le monde, je crois, un petit peu, tout le début sur le jazz. Je suis fan de Pete Docter, il pourrait faire pire que Saul et je trouverais toujours ça super. Ben ouais, mais écoute, moi, ça m'a... En fait, bon, mais peut-être parce que c'était mes raisons perso, du coup, qui m'ont empêché de voir bien le... D'habitude, t'es plutôt cliente de tous les films Pixar ou Pas tous, mais ouais, en général, je marche à fond, je suis embarquée, et là, c'est vrai que ça m'a... Je suis pas du tout... et j'aime pas ce que ça raconte, en fait. Ouais, moi, j'avais aimé Vice Versa, ouais. Parce que souvent, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui aiment pas Saul, ils avaient pas aimé Vice Versa. Bah, je sais bien, mais pourtant, j'avais bien aimé, je trouvais ça même assez courageux d'oser aborder une thématique de la dépression de l'adolescence et d'en faire je trouvais ça vraiment assez courageux et ah bah la mort aussi finalement et... dans Saul, on se demande quand ils ont pitché l'idée bah voilà, les boss de Pixar ils se sont dit ah oui c'est bien, c'est un bon sujet pour les enfants, ça, la mort. Bah ouais, mais pareil, donc voilà, bon, pitch accrocheur où tu dis waouh, ils sont quand même enfin eux de toute façon c'est les rois du pitch et de la promesse quoi, donc après bah faut assurer derrière. Et là j'ai pas aimé ce que ça raconte, j'ai pas aimé aussi le côté les âmes sont prédéfinies, vous serez les sceptiques, vous serez enfin j'aime pas ce que ça raconte aux enfants quoi en fait, vraiment. Tu l'as montré à tes enfants? Ouais, ils ont critiqué tout le temps. Donc, ils ont pas aimé bah après ils sont comme moi. Ils ont critiqué pourquoi ils atterrissent au bon endroit, mais pourquoi et le chat, est-ce qu'il est mort? Non, rien ne marche quoi. En fait, Et toi, Yannick, tu l'as montré à ton fils? Oui. Et qu'est-ce qu'il en a pensé lui? Ah bah alors, lui, d'abord il est petit, hein, je sais pas quel âge ont tes enfants, mais lui il est dans une hypersensibilité qui fait que il y a beaucoup de risques dans ce film, beaucoup de choses qui se passent mal, donc il est resté assez scotché. Je pense que c'est pas très accessible dans ce que ça raconte par rapport à d'autres. C'est pas celui qu'il a préféré clairement. Mais je sais pas si c'est pas accessible, c'est vraiment bizarrement foutu quoi. Enfin je trouve que tout est enfin rien ne marche vraiment quoi. Leur mythologie de l'âme, tu la comprends pas en fait. Mais tout comme dans Vice Versa. Je trouve que ça marche un peu mieux. Sur les enfants petits, il passe quand même à côté d'une partie du film et la scène du clown, elle est elle est hardos. Elle est pas tellement conçue pour les petits quoi. Moi je vais voir ça, je vais plus jamais voir un clown de toute ma vie. Bon alors et toi? Tout le monde a peur des clowns de toute façon. C'est terrible. Alors écoute Yannick, désolé, je vais t'achever parce que moi c'est justement Vice Versa que je suis pas fan. Bon, Saul aussi évidemment, mais je pense que c'est des raisons très personnelles parce que c'est chacun a une vision de la psyché, le monde intérieur. C'est vrai qu'en plus, comme beaucoup je sais pas si t'as eu déjà cette idée-là, mais moi c'est vrai que j'avais déjà eu il y a très longtemps une idée de raconter l'intérieur d'un cerveau. Et ça correspondait peut-être, en fait, pas du tout à l'idée que je m'en faisais. Je trouvais que, en fait, Vice Versa, c'est d'abord la forme, moi, qui me gêne un peu, cette espèce d'univers. Comme dans Saul, on peut, tu sais, tout un peu fluo, un peu dufteux, avec des petites boules, machin. Il y a des super idées. Moi, j'adore, certains trucs. Le coup des espèces de villes qui s'effondrent pour dire que, quand tu quittes l'enfance, t'as des univers entiers qui se pètent la gueule. Ça, je trouve que c'est génial. Mais là, par contre, c'est les
moi, c'est les personnages, c'est la vision. Je comprends pas pourquoi il y a ces personnages-là. En fait, on suit surtout joie et tristesse, mais les autres, finalement, ils servent pas à grand-chose à part faire des gags. Enfin, c'est... Je dis pas que c'est mauvais, mais en fait, ce qui m'agace, c'est un peu le sens de la question, c'est en gros, qu'est-ce que vous aimez pas, alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est un chef-d'œuvre, et quand tu dis que t'aimes pas, tu te fais limite engueuler. Donc, c'est vrai que sur Saul, il est assez plus mitigé. Ouais, Saul, c'est mitigé, mais vice versa, ouais, en fait, c'est surtout que plein de gens disent ah, mais c'est génial, oui, c'est exactement ça. Non, c'est pas comme ça. Et je cite souvent d'ailleurs j'avais vu un reportage à la télé où ils interviewaient les enfants à la sortie d'une séance de vice versa. Et puis il y a une petite fille qui devait avoir, je sais pas, 10 ans, puis il disait mais c'est n'importe quoi. Ils disent qu'il y a 5 personnages dans la tête, mais c'est faux. Il y en a 19. Et en fait, je trouve que c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire, voilà, chacun a sa vision. Après, à voir si ce qu'il y a dans le film correspond à ce que toi, tu ressens. Et puis, il y a aussi comment on se représente, alors là, c'est uniquement la forme, hein, mais comment on se représente le cerveau. Moi, je vois plus un truc, alors eux, c'est des petites boules, des trucs de plein de couleurs et tout. Moi, je vois plus une espèce d'usine à gaz avec des tuyaux, le truc dégueulasse, avec des bonhommes qui se tapent dessus. Enfin, c'est un peu pour moi plus une sorte de guerre. Donc c'est ton cerveau, c'est pas le cerveau de la... Oui, mais non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je dis que vice versa, c'est un film soit ça parle, soit ça parle pas. Enfin, et je comprends tout à fait que ça puisse parler, notamment aux ados aussi et tout. Mais c'est vrai qu'après c'est quand même vachement personnel. Et puis là aussi, alors dernier truc parce que par rapport aussi à Soul, c'est que j'aime pas trop cette espèce de virage de Pixar de vouloir nous expliquer partir la dans life, des trucs, nous expliquer le cosmos et partir dans des trucs, la vie, la mort, le truc. Je trouve que voilà la poésie. C'est vrai qu'entre Coco, vice versa, c'est quand même des grands concepts bien métaphysiques et je trouve qu'ils sont quand même bons quand ils font. Refaites-nous Wall-E. Ben voilà. Et là, quand même Coco. Coco, j'ai bien aimé Coco. Moi, Coco, je me suis ennuyé une bonne partie parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vu cette histoire avec les courses-poursuites et tout ça. Ouais. Sauf que la séquence de fin, je me suis fait rattraper. Et j'ai pleuré moi comme aussi, une madeleine, alors vraiment. Avec la grand-mère et tout. Mais pour le coup, on n'intellectualise pas trop, finalement, cette grand-mère, le moment où il vient se poser à côté d'elle, et puis juste, elle dit un mot alors qu'elle n'en disait plus, tu te fais attraper à l'émotion, les gens sont plus intellectuels, quoi. Ouais, moi j'avais bien aimé Coco, ouais, c'était, voilà, mais en fait, c'est pour ça, c'est une histoire qui est à la fois, voilà, un peu universelle et tout ça. Si on parle de technique, c'est quoi le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu? Alors moi j'en ai plein. T'as fait 2000 stages. J'ai fait tous les stages de formation qui existent. Alors justement, c'est pas forcément dans les stages de scénario que je l'ai eu. Il y en a un que j'ai fait dans un stage, un atelier roman que j'ai suivi et qui était donné par Vincent Ravalec. Et c'était tout simplement les doutes, ça ne sert à rien, n'en ayez pas, on n'a pas le temps, voilà. Et je trouvais que c'était un trait, parce que c'est vrai que le roman, il y a toujours un truc un peu imposant, quoi. Écrire un roman, enfin il y a quand même une mythologie derrière, enfin surtout en France, il y a un truc un peu. Donc en fait, on est pétri de doutes parce que voilà, tout le monde a écrit des trucs 1000 fois mieux. Et je pense que c'est pareil pour les films, pour tout, faut mettre de côté les doutes, quoi. Ça c'est plutôt handicapant. Tout ce que tu écris, en fait, il faut commencer à écrire. Alors, au deuxième conseil, c'est un post-it que j'avais dans mon ancien atelier avec des collègues scénaristes et on avait écrit un truc genre il faut bien étaler le fumier avant de faire pousser les fleurs de la création, je ne sais pas quoi. Donc, et c'est un petit peu tout ça, ouais, ça rentrait dans l'impossible. J'ai plus la phrase exacte en tête, mais c'est un peu la même idée. C'est il faut commencer à écrire et ça va être du caca d'abord, mais après ça, voilà. Et donc c'est plutôt l'action en fait, c'est de s'y mettre et justement peut-être pas essayer de tout intellectualiser d'abord, ce qui est souvent ce qu'on apprend dans les stages de scénario. Enfin, on a l'impression qu'il faut tout intellectualiser, qu'il faut tout avoir des thématiques super claires, avoir un discours sur le monde. Enfin, je veux dire, il y a rien de pire pour se couper les bras. Enfin, je sais pas, c'est. Tu veux dire que t'as pas déjà tes 3 actes au moment où tu commences ton premier paragraphe? Déjà, t'as pas forcément une vision très très claire de ta vision sur le monde. T'as pas tes 3 actes qui vont en découler tout à fait logiquement. Enfin, ce truc de lien de cause à effet. Et en
fait très difficile à obtenir et surtout c'est pas le premier truc qui te vient en tête quoi. Enfin en fait t'as envie de raconter des scènes, t'as envie de raconter des persos, des anecdotes et en fait il y a ce travail en fait comme je sais pas un sculpteur qui a son bloc de marbre et qui doit aller chercher sa forme dedans, il faut étaler le caca quoi, faut écrire et après épurer et après trouver ce que tu voulais dire. Des fois c'est comme ça que ça se passe, tu trouves après coup ce que tu voulais dire avec une histoire. Donc faut commencer en fait, c'est ça mon conseil, il faut commencer, se lancer, écrire et raturer et jeter et recommencer quoi. Enfin c'est long par contre mais voilà. Et je sais plus parce que j'ai discuté de votre question avec des amis scénaristes justement. Et on était assez d'accord, on se disait l'outline c'est la mort de l'âme. Donc voilà, quand t'essayes d'avoir un truc parfait, un plan parfait avec toutes tes scènes qui sont très très bien, qui est le truc que te demandent toujours les producteurs et les diffuseurs quoi, ils veulent voir comment l'histoire va très naturellement se dérouler sur un squelette tout à fait qui veut dire quelque chose. Bon, ce truc-là est très très dur à obtenir en fait et on peut pas commencer par ça. On a l'impression qu'on peut et c'est ce qu'on apprend souvent au stage de scénario et en fait c'est très dur d'avoir ce squelette très beau qui déroule tout naturellement des idées, des scènes. Et toi Arthur? Alors moi je me suis souvenu d'un conseil mais je sais absolument plus d'où ça vient. C'était si dans vos dialogues à un moment un personnage dit c'est quoi ton problème, c'est que y a un truc qui va pas. Mais en fait, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les dialogues un peu bateaux. C'est vrai que c'est quoi ton problème? C'est-à-dire que deux personnages vont se friter. Et c'est un peu gratuit comme phrase. Donc je pense que c'est un conseil qui veut dire voilà quel est allez au fond des choses, soit vous mettez un dialogue, soit vous en mettez pas, mais mettez pas une espèce de pseudo dialogue qui veut dire oh là là viens on va se battre. Dans les maîtres, meilleur stage, meilleur livre, quel est le truc qu'il faut pas avoir raté? En fait je sais pas parce que je trouve que dans les formations de scénario racontent un peu toujours la même chose finalement et c'est très bien d'en faire je trouve parce que on a besoin d'exercer son œil et son cerveau pour comprendre un peu comment s'est construit une histoire, mais je trouve que tous sont assez bien en fait, et ont des visions différentes. Après quand on veut vraiment rentrer dans la technique, c'est bien d'en lire plusieurs finalement. Et tu conseillerais lesquels à quelqu'un qui démarre? Sur le scénario, moi j'ai fait la formation Truby aussi, comme vous. Il y en a un de scénario que j'avais bien aimé, qui était sur le personnage et qui était vraiment sur son voyage là, son arc, ça s'appelait Inside Story d'Ara Marx, je crois. Lui, il était pas mal parce que c'était vraiment sur le personnage et comment comment le faire passer en fait par tous les stades d'émotion, définir vraiment son problème, son émotion et le voyage qu'il doit faire, le faire passer par les antithèses de ça. Ça peut aider vachement à construire une trajectoire de personnage, je trouve. Et il me semblait assez didactique. Après, moi, j'adore le livre de Stephen King sur l'écriture mais justement, c'est celui qui donne le moins de technique. Il est très court, il n'est pas du tout prétentieux, il prétend pas avoir la science infuse, mais je trouve que c'est sur l'attitude à avoir quand on écrit, c'est bien en fait. C'est cette humilité-là, c'est de trouver la voix des personnages, vraiment leur façon de parler, essayer de les entendre, quoi, d'être avec eux. Et puis ce phénomène étrange d'ailleurs c'est très énervant quand on lit le livre de Stephen King, il raconte ça comme s'il se baladait sur un chemin, il ramassait des mottes de terre et qu'il découvrait des cailloux dedans et que ça faisait une histoire. On me dit mais c'est sympa, en même temps t'es Stephen King donc c'est normal, moi je ne le suis pas. Mais en fait c'est un peu ça quoi, faut dégraisser des... Moi dans ce livre là, il y a le conseil que j'ai le plus retenu, c'est enlève les adverbes. Ah bien sûr. Alors voilà, en plus il y a des vrais conseils, par contre t'as raison. C'est super simple. Il y a des vrais conseils de style, enlever les adverbes, les participes présents, les phrases compliquées, mettre des verbes d'action. Ça, sur l'écriture elle-même. Les gens qui débutent dans l'écriture souvent ont tendance à rajouter beaucoup d'adverbes et on voit souvent aussi la maturité d'un écrivain quand il les utilise avec chaque mot compte en fait. Dans un scénario, chaque mot compte et il faut que le ton passe dans chaque mot en fait. Donc c'est ce que j'aime le moins dans ce livre, c'est qu'au final c'est très bien pour le style et pour mais au final, il dit enlève les adverbes. Ah, mais il dit rien sur la structure, démerde-toi. Et pour le reste, soit Stephen King. Et du coup, mais il y a un côté très bien. Et il y a un super écrit truc. Écrit tous les jours, et dans 3 mois, t'as un roman que tu vends à 10 millions d'exemplaires. Oui, mais c'est très frustrant, mais en fait, c'est un peu ça. Moi, je trouve que c'est normal qu'on arrive là. C'est un peu ça le procédé, finalement. Il faut écrire et c'est cette humilité d'aller chercher les petits cailloux. Parce qu'avant Stephen King, il a écrit des dizaines de romans qui n'ont jamais été publiés, qui étaient probablement merdiques. Et ça, il le raconte. Et ça, j'adore ce truc. C'est le clou
Je sais pas si tu te souviens, il dit vous êtes un vrai auteur. Enfin, quand vous avez votre clou des refus, qui est rempli de lettres de refus. Il avait un clou, il mettait chaque lettre de refus. C'est quand on a 150, ça y est, là, t'es un écrivain. Bon, nous, avec les mails, c'est plus difficile, mais en fait, la vie d'un auteur, c'est ça, en fait, c'est de se prendre vraiment plein de tôles et plein de refus et de continuer quand même comme un... Aujourd'hui, que t'es une scénariste plus établie, que c'est ton métier, que t'as un CV impressionnant, est-ce que tu continues à te prendre des tôles, des refus, des trucs, ou est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête ou ça ralentit? Non, ça s'arrête pas, parce que de toute façon, financer un projet de série perso, c'est vrai que j'en ai eu quelques-uns, ils ont tous capoté, quoi. Après, ils avaient peut-être des défauts, ou alors c'est très compliqué de réunir en fait que toutes les étoiles s'alignent, que les diffuseurs. Ouais, c'est très compliqué quand c'est pas une adaptation, parce qu'en fait, c'est la plupart des séries d'animation sont des adaptations d'une franchise déjà établie, d'une franchise, d'une BD, d'un album. C'est très très dur de faire des concepts originaux. Et comme là, en plus, je me suis rajouté la difficulté d'essayer de sortir de ma zone de confort, d'écrire des phrases plus longues et plus de pages. Normalement, je me suis pris, mais je l'ai envoyé à des éditeurs, mais je ne sais même pas combien. Enfin, j'ai perdu le compte, quoi. Je sais pas, une trentaine où j'ai eu, et j'ai même pas mes lettres parce que des fois ils répondent même pas. Je peux même pas les mettre sur mon clou. Et voilà. Et toi, Arthur? Aux Arts Déco où j'étais, on avait un prof de scénario. On devait faire un petit scénario de court-métrage et donc il passait son temps plutôt pas à nous dire quoi faire, mais à nous dire ça marche pas, ça marche pas. Et ça, c'est ce qui est pas mal, c'est que finalement ça te donne une sorte d'esprit critique. Et en fait, avec Alexis, qui lui non plus, comme moi, on n'a pas fait de formation de scénariste. Par contre, quand on travaillait sur le scénario du long métrage, on passait notre temps en fait à essayer de savoir si ça c'était cohérent, si tel truc était, mais si le personnage fait ça, pourquoi. Enfin, c'est d'avoir tout le temps cette espèce d'esprit critique en permanence. C'est pas tellement, voilà, il faut faire ça. Ça, je sais pas du tout. Enfin, j'ai lu moi juste le bouquin de Lavandier. J'ai pas lu le bouquin de Truby. La dramaturgie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui en fait qu'on m'a conseillé. C'est vrai qu'il est facile à lire. C'est pas un livre qu'on lit en prenant des notes. Enfin, c'est plutôt un truc qu'on lit, on s'imprègne du truc. Ouais. Et en fait, voilà. Mais cela dit, il fait pas autre chose parce que lui, il dit aussi ça marche, ça marche pas. Et c'est vrai que après, en tout cas, ce que ce prof m'avait inculqué, ce qu'on a fait avec Alexis, c'est voilà, on écrit des trucs et puis le lendemain, on se dit ouais, non, quand même, c'est bizarre, ça marche pas. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi tel personnage réagirait comme si? Donc c'est plutôt le bon sens, le feeling. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est pas un peu poussif? Enfin voilà, on n'avait pas en tout cas de méthodologie, quoi. Bah c'est bien, finalement, on a quelqu'un qui dit on n'a pas trop de méthodo et quelqu'un qui a fait tous les stages et tout ça et qu'on a plus. Et qui dit mon conseil c'est d'arrêter arrêtez-les. Ouais. C'est quoi vos scénaristes préférés, vos raconteurs préférés? Bah moi j'adore Charlie Kaufman, j'adore ses films, je trouve qu'ils sont trop bien, même ceux qui sont imbitables, je les aime bien quand même. T'as vu le dernier, le film, c'est plus un film d'horreur, une sorte de thriller bizarre. Comment dire, je sais pas, je rattacherais pas ça à un genre. Le truc sous la neige là, le truc, ouais. Ouais, mais moi j'ai bien aimé quand même. Enfin, je sais pas, même j'avais adoré j'avais adoré. Non, j'ai pas adoré, mais je sais pas, je trouve qu'il pousse le concept tellement loin que je suis admirative. Voilà, ce concept d'histoire tellement loin. Celui qui était en stop motion avec des marionnettes là, je sais plus comment il s'appelait, Anomalisa ou je sais pas quoi, mais on était deux dans la salle, enfin dont l'autre personne est partie, je crois, au bout de 10 minutes et moi j'étais c'est génial. Non, je comprends très bien que ce soit regardable, mais moi je trouve qu'il pousse tellement le concept et le malaise surtout, en fait, il te crée tellement de malaise que voilà, j'aime bien. Et toi? Alors c'est un peu un copain, c'est Merwan Chaban qui a fait donc Mécanique Céleste, que je trouve pareil super. Enfin c'est aussi mon autre BD préféré l'année dernière. Ouais, déjà les auteurs qui font des trucs comme ça, bram, de 200 pages, et puis il a réussi à être, lui il a réussi à faire une histoire sans qu'il y ait de mort, sans qu'il y ait de violence. Enfin c'est vrai
tout a tendance à être quand même vachement cynique, je trouve. La plupart des séries qui marchent, d'ailleurs, c'est que d'histoires de drogue, que d'histoires de flingues, de meurtres, de trucs, voire de torture et tout ça. Lui, te pond un truc avec sur fond de ballon prisonnier et tu rentres dedans à mort parce qu'on dit toujours ouais, faut qu'il y ait des enjeux, faut que si les personnages meurent pas, s'il y a pas des machin, et bah lui, je trouve qu'il a réussi à t'emmener dans son truc et putain, ça je trouve ça vraiment puis visuellement c'est sublime. Visuellement c'est sublime et puis l'héroïne est géniale, c'est hyper dynamique et tu suis le truc. Enfin alors t'as un enjeu qui dépasse juste le jeu évidemment parce que c'est la terre de ces gens-là, enfin qui va être racheté, je sais pas quoi, mais je veux dire il y a pas eu besoin de mettre d'histoires de mafia, de trucs, parce que la plupart des séries quand même, je suis désolé, c'est quand même de la drogue et des mafias. Enfin, moi Breaking Bad, tiens, on parlait des trucs que tout le monde aime bien, et, bah moi j'ai pas vraiment accroché quoi, parce que c'est bien foutu, mais au bout d'un moment les histoires de drogue, moi j'en ai marre, il y a pas que ça comme enjeu quoi. Et bah Merwan, il te fait un truc avec du ballon prisonnier, bah moi je trouve ça génial quoi. Si c'est pas un réel, est-ce qu'il y a ou un scénariste, est-ce qu'il y a un film ou une bande dessinée où tu te dis « Ah, j'aurais aimé faire ça, moi ». Oh bah ça, il y en a plein. Alors, par exemple, oui, alors on filme. Moi, il y a un film que je me dis, ah, mais merde, c'est déjà fait. Enfin, tu vois, où je me dis, mais putain, c'est comme si ça m'a siphonné. Pourtant, c'est sorti à la fin des années 80, mais c'est comme si ça m'avait siphonné tous mes thèmes. Et en fait, parce que je l'ai vu sur le tard, c'est The Wall. Alors qu'il y a un film particulier, parce que c'est un film-album, donc c'est pas une histoire linéaire. Il y a même pas vraiment, c'est plutôt un enchaînement de chansons avec chacune un thème, mais bout à bout ça raconte quand même une histoire, un peu comme quand on écoute un album et que au bout du compte ça nous a raconté une histoire, même s'il y a pas de dialogue ni rien. Moi j'adore tous les thèmes, j'adore effectivement la réal, toutes les animations de Gérald Scarfe, enfin tout c'est ce que ça raconte, c'est hyper fort parce que ça raconte la vie de ce gamin qui perd son père, ensuite il va à l'école, et ensuite à la fin il devient une espèce de chanteur, de rockstar, puis de dictateur. Enfin, je trouve que ça embrasse tous les thèmes, je trouve, un peu de la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est très très fort. Et c'est vrai que, en tout cas, voilà, moi, j'aurais aimé écrire, je sais pas comment. Mais d'ailleurs, je sais même pas comment on peut écrire un truc pareil en plus. Parce que c'est un film-album. Comment est-ce que c'est d'abord l'album, ensuite le film? Est-ce que c'est... Je me suis pas trop penché sur la question, mais c'est vrai que c'est le genre d'œuvre un peu collégiale comme ça, avec plein de gens qui travaillent dessus. Et au bout du compte, ça crée un truc hyper cohérent. Et en même temps, c'est difficile parce que je sais pas si on peut appeler ça vraiment un... Enfin, il y a un scénario forcément, mais c'est pas... tu vois différentes étapes de la vie de ce personnage. L'aspect visuel et tout ça. L'aspect visuel est vachement fort. Oh, bah là, c'est vachement fort avec les marteaux qui marchent, tout ça. Enfin, moi, je trouve c'est complètement dingue. Enfin, tout est génial dans ce film, avec la scène avec dans l'école, avec les professeurs. Et en même temps, c'est pas, y a pas de voix off, y a pas de dialogue ou très peu. On suit pas ça comme une histoire, comme un récit. C'est plus une évocation de la vie de quelqu'un en fait. Enfin, d'une vie même qui n'existe pas. Enfin voilà, mais de la solitude en fait de ce personnage en fait qui est seul. Enfin voilà, avec toutes les images de murs qui se mettent autour de lui et puis ça, voilà, et qui crie à l'aide. Enfin c'est très très fort. Mais c'est vrai que c'est très visuel. Ça, je suis d'accord que c'est pas un scénario au sens classique du terme, quoi. Et moi, j'adore Russell T. Davies aussi. Depuis Queer as Folk. Enfin, j'adore les séries anglaises. Quand tu vois ça, tu te dis j'aurais voulu écrire ça. Non, moi, je me suis dit ça sur un film précis. Je me suis dit putain, c'est trop. C'est une comédie qui s'appelle Yves de Benoît Forgeard. Je sais pas si vous avez vu parce que pas grand monde l'a vu. Alors que moi, je trouve que c'est une super comédie française avec en fait, c'est l'histoire d'un frigo intelligent, quelqu'un qui teste un frigo intelligent qui en fait un peu prend le contrôle de sa vie. Donc c'est un mec qui écrit du rap et puis il lui apprend à faire un super tube. Enfin bon, la relation est très marrante. Et il y a des scènes complètement délire. Mais oui, voilà, c'est mon marrant. C'est pour ça que je me suis dit ça. Putain, ça j'aurais dû l'écrire. Et en plus en comédie et ça marche tellement bien. À ce moment-là de l'enregistrement, Mike me fait signe qu'il est 18h30. Plutôt que de laisser nos auteurs se faire taser pour avoir bravé le couvre-feu, on a décidé de s'arrêter là. On a juste eu le temps de se dire... merci beaucoup. Non, merci à vous. Merci. Plaisir, sympa. En enfilant nos manteaux, on a parlé de Breaking Bad, de Mad Men et du jeu de la dame, mais c'était pas politiquement correct. Et puis on s'est quitté.
Voilà, c'est la fin du 2e épisode de La Machine à écrire. Un immense merci à nos premiers invités, Léonie de Ruder et Arthur de Pince. Un merci supplémentaire à Arthur pour les visuels qui habillent notre podcast. Et à Léa Schneider pour les photos de l'enregistrement. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre des petites étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Et on se retrouve bientôt avec un scénariste qui fait peur.